Quelque chose se passe après 60 ans que l'on n'ose pas vraiment nommer. Une forme de silence qui s'installe. Pas forcément le silence des autres, parfois les autres sont là, la famille est là, les amis sont là, mais un silence intérieur, une sensation étrange que quelque chose s'est modifié dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, et peut-être surtout dans notre rapport à nous-mêmes. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle de ça, de la solitude, pas comme d'un problème à résoudre, pas comme d'un échec personnel, pas comme d'une punition que la vie infligerait à certains et pas à d'autres, mais comme d'une réalité humaine profonde, complexe, souvent mal comprise et c'est là où je veux vous amener aujourd'hui, souvent porteuse de quelque chose que l'on n'attendait pas. Je reçois des gens depuis des dizaines d'années dans mon cabinet. Et il y a un mot qui revient avec une régularité presque troublante à partir d'un certain âge. Ce mot, c'est seul. Je me sens seul. Je suis seul. La solitude m'envahit. Parfois dit avec les larmes. Parfois dit avec une résignation qui me touche encore plus que les larmes, parce qu'elle dit quelque chose sur la durée, sur l'acceptation résignée de ce qui semble inévitable. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit inévitable. Je pense que la solitude après 60 ans est un territoire immense, souvent mal cartographié, dans lequel on entre parfois sans y être préparé, et depuis lequel on peut, avec du temps, de la conscience et une certaine forme de courage doux, trouver un chemin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vérité. Des vérités que l'on n'ose pas toujours dire. Des vérités qui font peut-être un peu mal au début, mais qui, quand on les regarde en face, quand on accepte de rester assis avec elles quelques instants, ont ce pouvoir particulier de libérer quelque chose. Commençons par le début, par ce qui se passe vraiment. La première vérité que personne n'ose vraiment dire, c'est celle-ci. La solitude après 60 ans. Souvent, on ne l'a pas vu venir. On pensait que ce serait différent. On s'imaginait entouré. On avait des projets, des enfants qui reviendraient, des amis qu'on reverrait, un conjoint avec qui on vieillirait ensemble. Et puis la vie a fait ce que la vie fait, elle a suivi son propre chemin, indifférente à nos projections. Les enfants sont partis. Bien sûr qu'ils sont partis, c'est ce qu'on voulait pour eux. Mais partir, cela veut dire être loin. Loin physiquement, loin temporellement, occupés par leur propre vie, leurs propres enfants, leurs propres urgences. On savait que ça arriverait. On le savait dans la tête. Mais le savoir dans la tête n'empêche pas de le ressentir dans le corps, dans le ventre, dans ce moment du dimanche soir où la maison est silencieuse et où le silence a un poids particulier. Les amis se sont disséminés. Certains ont déménagé, d'autres sont tombés malades. D'autres encore sont morts. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle presque jamais. Le deuil de l'ami, le deuil qui ne porte pas de nom reconnu socialement, qui ne donne pas droit à un congé, qui n'est pas célébré par un rituel collectif. L'ami qui disparaît emporte avec lui une partie de notre histoire, une partie de nous-mêmes que seul il connaissait. Et il y a le conjoint, parfois parti lui aussi par la mort ou par la séparation. Et là, c'est une autre forme de solitude encore. Non pas simplement l'absence d'une présence, mais l'absence de la présence qui structurait tout, qui donnait un rythme aux journées, un sens au repas, une raison à certains mots qu'on disait ou qu'on ne disait pas. Tout cela, on le sait, on en parle. Mais ce qu'on dit moins, ce qu'on n'ose souvent pas dire, c'est que cette solitude fait honte. Et c'est là, je crois, où quelque chose d'important se joue. Nous vivons dans une société qui a fait de la connexion une valeur absolue. Être entouré, avoir des amis, une vie sociale riche, des réseaux, tout cela est présenté comme la preuve d'une vie réussie, d'une personnalité attachante, d'un être humain qui a su nouer des liens. Et donc, inversement, être seul, vraiment seul, pas juste en train de prendre du temps pour toi, mais seul dans le sens d'un manque, d'une insuffisance de liens, cela est vécu, souvent inconsciemment.
comme un aveu d'échec. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui m'a rendu si peu désirable, si peu intéressant, si peu nécessaire aux autres? Ces questions tournent dans la tête, la nuit surtout, ou dans ces moments de la journée qui sont trop longs, trop vides, trop silencieux. Je voudrais vous dire quelque chose d'important ici. La solitude n'est pas une sentence morale. Elle n'est pas la preuve que vous avez mal vécu ou mal aimé. Elle est, très souvent, simplement la conséquence mécanique de trajectoires de vie. Des choix qui, pris séparément, étaient tous raisonnables. On s'est investi dans le travail. Raisonnable. On a donné la priorité à la famille nucléaire. Raisonnable. On a laissé certaines amitiés se distendre faute de temps. Compréhensible. Et puis à un moment, on fait le compte et on voit que ces décisions cumulées ont produit quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Ce n'est pas une faute, c'est une trajectoire. Et une trajectoire, par définition, peut être infléchie. Mais avant de parler de comment l'infléchir, je voudrais qu'on reste encore un peu avec la réalité de ce que c'est. Parce que l'erreur que l'on fait souvent, l'erreur que font même beaucoup de livres de développement personnel, c'est de vouloir aller trop vite vers la solution, de traiter la souffrance comme un problème technique qu'il faut régler le plus rapidement possible. Or, la solitude, comme beaucoup d'expériences humaines profondes, demande d'abord à être reconnue, nommée, accueillie dans ce qu'elle est vraiment. Alors voilà ce qu'elle est vraiment, parfois. La solitude après 60 ans, c'est rentrer chez soi ce soir et ne trouver aucune lumière allumée. C'est avoir quelque chose d'important à dire, une nouvelle, une peur, une joie soudaine, et réaliser qu'il n'y a personne à qui le dire tout de suite, personne qui soit vraiment là pour recevoir ce moment avec vous. C'est manger seul, pas par choix zen et philosophique, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est tomber malade et devoir s'organiser soi-même, gérer son inconfort seul, sans la main sur le front, sans la voix qui dit « ça va aller ». Ce sont des petites choses. Des petites choses qui, accumulées, font quelque chose de grand. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Michel, 67 ans, ancienne institutrice, femme intelligente, cultivée, qui avait une vie que beaucoup auraient enviée de l'extérieur. Elle est venue me consulter non pas pour une dépression majeure, non pas pour une crise aiguë, mais pour ce qu'elle appelait, avec une précision qui m'avait frappé, un essoufflement du sens. Elle me disait « Je ne souffre pas de façon spectaculaire, je m'efface, progressivement, comme si j'occupais de moins en moins d'espace dans le monde, et que personne ne le remarquait vraiment. » Cet essoufflement du sens, cette sensation d'effacement progressif. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être, reconnaissent quelque chose dans ces mots. Et je veux vous dire ce que j'ai dit à Michel. Ce sentiment n'est pas une illusion. Il est réel. Il pointe vers quelque chose de réel. Mais ce vers quoi il pointe, ce n'est pas vers votre disparition. C'est vers un besoin fondamental, humain, qui n'est pas satisfait. Et les besoins, contrairement aux sentences, ont des réponses possibles. Continuons, parce qu'il y a une deuxième vérité, encore plus profonde que la première, encore moins souvent dite. Cette deuxième vérité, c'est que la solitude après 60 ans est souvent double. Il y a la solitude objective, l'absence de présence, le manque de lien. Et il y a la solitude subjective, quelque chose de plus intime, de plus difficile à nommer. Une solitude intérieure, une solitude avec soi-même. On peut être entouré et se sentir profondément seul. On peut avoir des enfants qui appellent régulièrement, des amis qu'on voit, une vie sociale correcte, et ressentir au fond de soi une solitude que ces contacts ne comblent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de solitude que les autres ne peuvent pas résoudre. La solitude face à sa propre finitude, la solitude face au bilan, la solitude face à la question qui s'impose avec une acuité particulière dans la deuxième moitié de la vie. Est-ce que j'ai été moi-même ?
Est-ce que j'ai vécu la vie que je voulais vivre ou la vie que l'on attendait de moi? Ces questions-là, on ne peut pas les poser vraiment à ses enfants. On ne peut pas les poser à ses amis, du moins pas facilement, pas complètement. Il y a quelque chose dans ces questions qui demande une traversée solitaire. Et si on n'a jamais appris à être avec soi-même, si on a passé des décennies à fuir le silence intérieur par l'activité, le bruit, le mouvement, ce moment de rencontre forcée avec soi-même peut être terrifiant. C'est une chose que l'on observe souvent à la retraite. Non pas la retraite comme repos bien mérité. Ça, c'est la version officielle, celle des cartes et des petits gâteaux, le dernier jour de travail. Mais la retraite comme surgissement du silence. Tout à coup, le cadre structurant du travail disparaît. Les réunions, les collègues, les urgences, les projets. Tout cela qui donnait non seulement du rythme, mais aussi une identité, un rôle, une place dans un collectif. Et dans ce silence soudain, certaines personnes entendent, pour la première fois, leur propre voix intérieure. Et elle dit des choses inconfortables. Jeanne avait 63 ans quand elle a pris sa retraite après 35 ans dans l'enseignement. Elle m'a dit plusieurs mois après: « Je ne savais pas qui j'étais sans mon métier. Je ne l'avais jamais su. J'ai juste été enseignante, mère, épouse. Et là, les enfants sont grands, mon mari a ses propres activités, et moi, je me retrouvais face à quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, moi-même. » Cette rencontre avec soi-même tardive, parfois brutale, est une des expériences les plus solitaires qui soient. Et pourtant, je veux vous dire quelque chose d'important, c'est aussi potentiellement une des plus riches. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous parle, si vous sentez que ces mots décrivent quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez en ce moment, je vous invite à vous abonner et à rester avec moi pour la suite de cette réflexion. Nous allons aller de plus en plus loin dans ce territoire. Et il y a de la lumière au bout. Parlons maintenant de quelque chose que l'on ne dit presque jamais. Quelque chose qui touche à nos représentations collectives de la vieillesse et de la solitude. Quelque chose qui, je crois, aggrave considérablement la souffrance de beaucoup de personnes. Nous avons une vision catastrophiste de la solitude. La solitude est présentée dans notre culture comme le pire des destins, la grande peur moderne. On fait des études qui montrent que la solitude est aussi néfaste pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Et ces études sont vraies, je ne les conteste pas. Mais on présente ces chiffres d'une manière qui terrorise au lieu d'informer. On transforme une réalité de santé publique en condamnation existentielle. Et les gens qui vivent seuls après 60 ans absorbent ce message et en concluent qu'ils sont en train de mourir à petit feu et que c'est de leur faute. Cette vision est non seulement cruelle mais inexacte. La solitude qui nuit à la santé, ce n'est pas le fait de vivre seul. C'est la solitude chronique non choisie, vécue dans la détresse, sans espoir de changement, associée à un sentiment de rejet ou d'abandon. C'est une expérience très spécifique. Pas simplement habiter seul ou passer des soirées sans compagnie. Et même cette solitude-là, la plus difficile, n'est pas une fatalité. L'autre chose que l'on ne dit pas, et c'est une vérité que j'ai apprise au fil des années avec mes patients et avec ma propre expérience de la vie, c'est que certaines solitudes sont des solitudes de croissance, des solitudes qui préparent quelque chose. Des solitudes qui creusent un espace intérieur qui, jusqu'alors, n'existait pas. Je ne veux pas romantiser la souffrance. Je ne veux pas vous dire que souffrir est beau ou nécessaire. Ce serait un mensonge. Mais je veux vous dire que dans la traversée de la solitude, certaines personnes découvrent des choses sur elles-mêmes qu'elles n'auraient jamais découvertes autrement. Une capacité de résilience, un rapport à elles-mêmes plus honnête, plus nu, plus vrai, une clarté sur ce qui compte vraiment, sur ce dont elles ont réellement besoin. La solitude, quand on ne la fuit pas, quand on accepte de la regarder en face,
peut devenir, avec du temps, et souvent avec de l'aide, un espace de connaissance de soi. Les mystiques de toutes les traditions l'ont su. Les philosophes l'ont su. Pensez à Montaigne dans sa tour, pensez à Thoreau dans sa cabane au bord de l'étang. Mais nous avons perdu ce fil. Nous avons collectivement décidé que la solitude était un problème de logistique sociale à résoudre, et non une dimension de l'expérience humaine à traverser avec conscience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à créer du lien, il le faut, et nous en parlerons. Mais je dis que le chemin vers le lien passe souvent par une réconciliation avec la solitude. Non pas l'accepter comme une condamnation, mais la comprendre, l'apprivoiser, en faire quelque chose. Continuons avec une troisième vérité, peut-être la plus difficile à entendre, mais aussi, je crois, la plus utile. Certaines solitudes après 60 ans sont, au moins en partie, le fruit de choix relationnels accumulés pendant des décennies. Des patterns, comme on dit en psychologie. Des manières d'être avec les autres qui ont progressivement construit les conditions de l'isolement. Je dis cela sans aucun jugement, vraiment. Ces patterns ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont le plus souvent des stratégies de survie élaborées très tôt dans la vie, souvent dans l'enfance, qui ont eu leur utilité, qui ont protégé, qui ont permis de traverser des situations difficiles, et qui, avec le temps, sont devenus des habitudes rigides qui créent des difficultés là où elles cherchaient à éviter la souffrance. Voici quelques-uns de ces patterns. Je vous invite à vous demander, en toute bienveillance envers vous-même, si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre. Il y a le pattern de l'autosuffisance défensive. Je n'ai besoin de personne. Cette phrase-là, je l'ai entendue des centaines de fois, dite avec fierté, parfois avec une légère nuance de défi. Et derrière cette phrase, presque toujours, une histoire d'enfance où dépendre des autres était dangereux, où montrer ses besoins attirait la moquerie, le rejet, ou simplement rien, le vide de quelqu'un qui ne répondait pas. Alors on a appris à ne pas montrer, on a appris à se suffire, et c'est devenu une identité, je suis quelqu'un d'indépendant. Et cette identité, à 30 ans, à 40 ans, avait peut-être une certaine force. Mais à 65 ans, seul, avec un corps qui commence à montrer ses limites, avec des défis que l'on ne peut plus affronter seul, cette autosuffisance devient une prison. Il y a le pattern de la retenue émotionnelle. Ne pas trop montrer, ne pas être un fardeau, ne pas déranger avec ses émotions. Certaines personnes ont appris très tôt que leurs émotions n'étaient pas les bienvenues. Alors elles les ont rangées, et à force de les ranger, elles ont créé une forme de distance avec les autres, une distance que les autres ressentent sans toujours savoir la nommer. Il est agréable, mais je ne le connais pas vraiment. Elle est gentille, mais fermée. Et à 60 ans, 70 ans, on récolte la solitude de cette distance que l'on a soi-même construite sans le savoir, sans le vouloir. Il y a le pattern du retrait préventif, se retirer avant d'être rejeté. Si je ne m'investis pas trop, si je ne crée pas trop d'attachement, je ne souffrirai pas trop quand ça finira. Ce pattern est souvent lié à des pertes précoces. Un parent parti trop tôt, un amour de jeunesse douloureux, des trahisons qui ont appris que l'attachement est dangereux. Et alors on reste en périphérie des relations. On est là, mais pas vraiment là. On participe, mais de loin. Et les autres, qui ressentent cette semi-présence, s'habituent à ne pas vraiment compter sur vous, ne vous appellent pas dans les moments importants, passent à autre chose. Et la prophétie se réalise, on finit seul. Non pas parce que l'on était rejetable, mais parce que l'on avait construit tous les dispositifs pour rendre le rejet inévitable. Je répète, tout cela n'est pas une faute, c'est de la psychologie. C'est ce que la vie fait aux êtres humains quand ils traversent des douleurs sans les avoir suffisamment accompagnés. Ce sont des cicatrices qui ont pris des formes inadaptées. Et la bonne nouvelle,
Il y en a une, c'est que ces patterns, même anciens, même profondément enracinés, peuvent être modifiés, pas facilement, pas rapidement, mais ils peuvent l'être. Le cerveau reste plastique bien au-delà de 60 ans, bien au-delà de 70 ans. Nous pouvons apprendre de nouvelles façons d'être avec les autres jusqu'à la fin de notre vie. C'est l'un des enseignements les plus solides des neurosciences contemporaines et c'est aussi l'un des plus beaux. Si vous avez commencé à reconnaître quelque chose de vous-même dans ce que j'ai décrit, je veux vous dire quelque chose. Cette reconnaissance est précieuse. Elle n'est pas facile. Ce n'est jamais facile de voir ses propres patterns. Mais c'est le début d'un mouvement possible. Et si ces réflexions vous accompagnent, pensez à vous abonner pour continuer ce chemin ensemble. Nous avons encore beaucoup à explorer. Parlons maintenant du corps. Parce que la solitude, après 60 ans, a un visage corporel que l'on sous-estime complètement. Le corps humain est, dans sa structure même, un être de contact. Nous sommes des mammifères. Et les mammifères ont besoin de contact physique pour réguler leur système nerveux, pour se sentir en sécurité, pour maintenir leur homéostasie interne. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la biologie. Le toucher libère de l'ocytocine, régule le cortisol, stimule le système immunitaire, aide à dormir, réduit la perception de la douleur. Ce sont des effets mesurables, reproductibles, documentés. Et après 60 ans, pour beaucoup de personnes, en particulier pour ceux qui vivent seuls, le toucher disparaît presque complètement de la vie quotidienne. Une poignée de main de temps en temps, peut-être une bise sur la joue, parfois rien pendant des jours entiers. Ce manque de contact physique produit ce que les chercheurs appellent la faim de peau, un terme qui peut sembler brutal mais qui décrit une réalité physiologique. Le corps manque de contact comme il pourrait manquer d'un nutriment essentiel. Et ce manque se traduit par de l'anxiété, des perturbations du sommeil, une sensibilité accrue à la douleur, un sentiment diffus de malaise que l'on n'arrive pas toujours à identifier. Beaucoup de personnes âgées qui consultent pour des douleurs chroniques, des insomnies, une fatigue inexpliquée, vivent en réalité, au moins en partie, un manque de contact humain. Alors que faire de cela? Il y a des pistes concrètes, et je vais en parler. Mais je voulais d'abord nommer la réalité. Parce que quand on ne sait pas pourquoi on souffre deux fois. Souffrance elle-même et de l'incompréhension. Savoir que ce que l'on ressent a un nom, une explication, une logique, cela ne résout pas tout, mais cela déjà allège. Parlons aussi d'une autre dimension corporelle de la solitude, le rythme. Les êtres humains ont besoin de rythme. Notre biologie est rythmique, le sommeil et l'éveil, l'alimentation, l'activité et le repos. Et une grande partie de notre rythme est socialement régulée. On mange à certaines heures parce que les autres mangent à ces heures. On se lève, on se couche dans des cadres temporels partiellement déterminés par notre vie sociale et professionnelle. Quand la vie sociale s'efface, quand il n'y a plus de rendez-vous, plus d'obligations partagées, les rythmes se dérèglent. On mange n'importe quand ou on n'a plus vraiment faim. On reste couché plus longtemps parce qu'il n'y a pas de raison de se lever. On perd le fil des jours. Et ce dérèglement rythmique a des effets profonds sur l'humeur, sur l'énergie, sur la motivation. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie sociale. Nous avons besoin de l'autre pour nous réguler. Je voudrais maintenant vous parler d'une chose que j'observe régulièrement et qui me touche beaucoup. C'est la manière dont la solitude se nourrit d'elle-même. Comment elle crée un cercle qui, sans intervention consciente, tend à se refermer de plus en plus. Voilà comment cela fonctionne. La solitude produit de l'anxiété sociale. Plus on est isolé, moins on est à l'aise dans les interactions. On perd de la fluidité sociale, ces micro-habiletés de la conversation, ces façons de naviguer dans un groupe, ces automatismes relationnels que l'on entretient en les pratiquant.
On commence à redouter les situations sociales non pas parce qu'elles sont objectivement dangereuses, mais parce qu'on n'est plus habitué, parce qu'on craint de mal s'y prendre, de décevoir, d'être perçu comme bizarre ou ennuyeux. Cette anxiété pousse à éviter. Ce dîner, finalement, je vais décliner, je ne serai pas à l'aise. Cette activité, peut-être que je n'irai pas cette semaine, je me sens un peu fatigué. Et l'évitement, à court terme, soulage l'anxiété. Mais à moyen terme, il la renforce. Et il augmente l'isolement. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil encore. La solitude prolongée tend à modifier notre vision des autres. On commence à percevoir les signaux sociaux différemment. Une remarque anodine est interprétée comme une critique. Un manque de nouvelles est interprété comme un désintérêt. Un regard distrait comme du mépris. Les chercheurs ont montré que l'isolement chronique produit un état d'hypervigilance aux menaces sociales, une sorte de biais négatif dans la lecture des interactions. Et ce biais, bien sûr, rend les interactions plus difficiles, plus douloureuses, ce qui confirme la conviction que les autres ne veulent pas vraiment de moi, et ferme encore un peu plus le cercle. Comment sortir de ce cercle? C'est la question centrale. Et c'est là que nous allons maintenant. La première chose, et c'est contre-intuitif, c'est de ne pas essayer d'aller trop vite. L'envie, quand on prend conscience de sa solitude, est souvent de tout régler d'un coup, de se lancer dans une multitude d'activités sociales, de rejoindre des clubs, de reprendre contact avec tout le monde. Et parfois ça marche. Mais souvent, cette activation brusque est épuisante, ne produit pas les connexions profondes dont on a besoin et se solde par une déception supplémentaire. La sortie de l'isolement, comme la guérison de beaucoup de blessures, est un processus graduel. Il commence par des petits pas. Des petits pas réguliers maintenus dans le temps. Voici ce que j'ai vu fonctionner encore et encore avec des personnes de 60, 70, 80 ans. La régularité d'une présence, même légère, compte plus que l'intensité occasionnelle. Un café une fois par semaine avec la même personne, pendant des mois, construit quelque chose. Une classe de yoga le jeudi matin, semaine après semaine, crée des visages familiers qui deviennent des points d'ancrage. La régularité crée la familiarité, et la familiarité crée quelque chose qui ressemble à la sécurité. Le service aux autres est un chemin remarquablement puissant. Pas parce qu'il est noble ou vertueux, bien que cela soit vrai, mais parce qu'il fonctionne psychologiquement de manière presque mécanique. Quand on est en service, quand on aide quelqu'un d'autre, quand on contribue à quelque chose qui dépasse soi, plusieurs choses se passent simultanément. On sort de la rumination sur soi, on est utile, ce qui restaure un sentiment de valeur et de place dans le monde. On crée du lien de manière naturelle, sans la pression des interactions sociales purement récréatives. Et on reçoit de la gratitude qui nourrit le sentiment d'être vu et compté. Beaucoup de personnes qui traversent une solitude après 60 ans et qui s'engagent dans du bénévolat, dans une association, dans une école, dans un hôpital témoignent d'une transformation profonde. Non pas parce que le bénévolat a rempli leur agenda, mais parce qu'il a changé leur rapport à eux-mêmes et aux autres. Il y a aussi la question des intérêts partagés. Les liens les plus durables après 60 ans ne se nouent généralement pas sur la base d'une proximité géographique ou d'une histoire commune comme à l'école ou au travail. Ils se nouent sur la base d'un intérêt, d'une passion, d'une curiosité partagée. Rejoindre un club de lecture, un groupe de marche, un atelier de poterie, un cours de langue, ce n'est pas une activité de remplissage. C'est mettre les conditions en place pour rencontrer des personnes avec lesquelles on a quelque chose à partager, quelque chose à dire, quelque chose à construire ensemble. Et je veux vous dire quelque chose sur la nouveauté. La nouveauté, rencontrer des personnes nouvelles, explorer des environnements nouveaux, apprendre des choses nouvelles,
active le système de récompense du cerveau d'une manière que la routine ne peut pas. Elle produit de la dopamine. Elle crée de l'engagement et de la vitalité. Elle est littéralement un antidote neurobiologique à la dépression et à l'isolement. Mais la nouveauté fait peur. Elle demande de sortir de sa zone de confort. Et après des années, parfois des décennies, passées dans des routines bien établies, sortir de cette zone peut sembler colossal. La clé, là encore, c'est de commencer petit, très petit, un seul cours, une seule réunion, une seule marche dans un quartier qu'on ne connaît pas, et de s'autoriser à ne pas tout réussir d'emblée. L'inconfort social dans un environnement nouveau est normal. Il ne signifie pas qu'on a fait le mauvais choix. Il signifie qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et apprendre demande toujours un peu d'inconfort. Prenons un moment ici. Vous m'avez accompagné depuis le début de cette réflexion et j'espère que quelque chose de ce que nous avons traversé ensemble vous a rejoint là où vous en êtes. Si c'est le cas, si ces mots ont trouvé un écho en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces territoires de la vie intérieure. La solitude, le deuil, les liens, l'identité, le sens. Et nous le faisons avec, j'espère, la même honnêteté et la même chaleur que celle que nous essayons de cultiver ici. Il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas encore parlé, et c'est la solitude choisie. La distinction entre la solitude subie et la solitude choisie est fondamentale psychologiquement, fondamentale pour comprendre comment les gens vieillissent bien ou mal. La solitude subie, c'est l'isolement qui arrive comme une perte, qui est vécu comme un manque, une soustraction de ce qui était. Elle génère de la détresse, de l'anxiété, souvent une forme de dépression. La solitude choisie, ce que les philosophes appellent la solitude par opposition à l'isolement, c'est autre chose. C'est la capacité à être seul sans se sentir seul, à trouver dans sa propre compagnie une ressource plutôt qu'un manque, à habiter le silence de l'intérieur plutôt que de le subir de l'extérieur. Cette capacité n'est pas donnée à tout le monde au même degré. Elle dépend de l'histoire personnelle, des ressources psychologiques, de la manière dont on a été accompagné ou pas dans son développement. Mais elle peut se cultiver. Et la cultiver est l'un des investissements les plus précieux que l'on puisse faire dans la deuxième moitié de sa vie. Comment cultiver la solitude choisie ? D'abord en la pratiquant délibérément. Se donner régulièrement des moments de silence, sans les remplir immédiatement de stimulation, musique, télévision, téléphone. Rester dans le silence, observer ce qui se passe. Au début, c'est inconfortable. La tête se remplit de pensées souvent agitées, de préoccupations, de ruminations. C'est normal. Avec la pratique, et ici la méditation de pleine conscience est un outil remarquable. On apprend progressivement à observer ce mouvement sans s'y noyer. Et dans l'espace entre les pensées, quelque chose d'autre commence à apparaître. Une forme de présence à soi-même. Quelque chose qui ressemble à du calme. Il y a aussi la lecture. Je suis un défenseur passionné de la lecture. Vous ne serez pas surpris venant d'un psychiatre. Mais pas la lecture comme divertissement ou comme évasion, même si elle peut être cela aussi. La lecture comme dialogue intérieur. Quand je lis un grand roman, je ne lis pas seul. Je lis avec l'auteur, je lis avec les personnages, je lis avec toutes les personnes qui ont lu ce livre avant moi. La lecture est une des formes les plus riches de compagnie dans la solitude. Elle crée ce que les psychologues appellent des liens parasociaux, des liens avec des figures qui ne sont pas physiquement présentes, mais qui sont réelles dans leur influence sur notre vie intérieure. L'écriture aussi, l'écriture d'un journal personnel. Je dis cela régulièrement et je le dirai encore. Tenir un journal, après 60 ans, est un acte profond d'amour envers soi-même. Pas un journal agenda, pas une liste d'événements, mais un espace où l'on donne de la voix
à ce que l'on pense vraiment, à ce que l'on ressent vraiment, à ce qui compte et à ce qui fait peur. L'écriture externalise la vie intérieure, elle la rend visible, nommable, moins écrasante. Et dans ce mouvement d'externalisation, quelque chose se clarifie. On se découvre, on devient progressivement son propre interlocuteur bienveillant. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que j'aborde souvent avec délicatesse. La question du deuil. Parce que la solitude après 60 ans est presque toujours entrelacée avec des deuils multiples. Et ces deuils méritent d'être nommés et honorés. Il y a le deuil des personnes disparues, le conjoint, les amis, les parents. Ces deuils-là sont reconnus. La société a des rituels pour eux, imparfaits certes, mais existants. Mais il y a d'autres deuils, des deuils moins visibles. Le deuil du corps qu'on avait. Le corps qui courait, qui dansait, qui n'avait pas mal le matin en se levant. Le corps qui était, dans une certaine mesure, transparent, on ne le remarquait pas, parce qu'il ne se plaignait pas. Et maintenant il parle. Il dit sa fatigue, ses limites, ses douleurs. Et ce changement n'est pas anodin. C'est une transformation profonde de notre rapport à nous-mêmes, de notre image dans le miroir, de notre sentiment de capacité et d'efficacité dans le monde. Il y a le deuil des rôles. Pendant des décennies, on était le parent actif, le professionnel, le pilier de la famille. Et puis, ces rôles se modifient, s'effacent. Les enfants n'ont plus besoin qu'on s'occupe d'eux de la même manière. Le travail est terminé et avec ces rôles disparaît une partie de l'identité. Qui suis-je maintenant que je ne suis plus ce que je faisais? Il y a le deuil des possibles. À 30 ans, à 40 ans, la vie avait encore des milliers de formes possibles. Des chemins non encore pris, des choix non encore faits, des vies alternatives encore accessibles. Avec l'âge, les possibles se réduisent. Non pas jusqu'à zéro, jamais jusqu'à zéro, j'insiste là-dessus, mais ils se précisent. Certaines choses ne se feront pas. Et faire le deuil de ces possibles non réalisés est un travail psychologique réel, souvent douloureux, jamais abordé dans les conversations ordinaires. Le psychologue américain Daniel Levinson, qui a beaucoup étudié le développement adulte, parlait de la nécessité, dans la deuxième moitié de la vie, de renoncer à l'illusion de l'immortalité personnelle. Cette conviction inconsciente que nous avons toujours eue, que nous avions encore à 50 ans, que la mort est quelque chose qui arrive aux autres. Confronter sa propre finitude n'est pas une dépression, c'est un passage difficile mais nécessaire vers une forme de sagesse que les cultures traditionnelles reconnaissaient et accompagnaient, et que la nôtre tend à nier. Ces deuils du corps, des rôles, des possibles, de la mort niée, quand ils ne sont pas faits, quand on les esquive, quand on s'y refuse, ont tendance à se transformer en dépression, en aigreur, en ressentiment, en une forme de retrait progressif de la vie. Pas parce que les personnes qui les vivent sont faibles ou déficientes, mais parce que les deuils non traversés ont cette propriété particulière d'investir silencieusement toute la vie psychique. Traverser ces deuils demande du courage, et souvent de l'aide. L'aide d'un thérapeute, certes, mais aussi d'un ami capable d'écoute profonde, d'un groupe de parole, d'une pratique spirituelle, d'une écriture régulière, de toute forme qui permette de mettre de la conscience dans ce qui se passe à l'intérieur. Et quelque chose de magnifique se produit de l'autre côté de ces deuils. Une légèreté, un allègement, une forme d'acceptation qui n'est pas la résignation, qui n'est absolument pas la résignation, mais qui est une paix avec le réel, un oui à la vie telle qu'elle est, avec ses pertes et ses manques, mais aussi avec tout ce qu'elle contient encore de possible et de beau. Je veux vous parler maintenant d'une chose qui me tient particulièrement à cœur, la question de la transmission et du sens. L'une des choses qui protège le plus efficacement contre la solitude destructrice après 60 ans, c'est le sentiment que sa vie a un sens, que l'on a quelque chose à transmettre, à contribuer,
à laisser. Ce sens peut prendre des formes infiniment variées. Il peut s'incarner dans les petits-enfants, dans le temps qu'on leur donne, dans les histoires qu'on leur raconte, dans les valeurs qu'on leur transmet simplement en étant soi-même d'une certaine manière. Il peut s'incarner dans un engagement associatif, artistique, politique, intellectuel. Ce sens n'a pas besoin d'être grandiose. Il n'a pas besoin d'être reconnu publiquement. Il a juste besoin d'être réel, réel dans le sentiment intime que sa présence dans le monde compte pour quelque chose ou quelqu'un. Erik Erikson, l'un des grands théoriciens du développement psychologique, a décrit ce stade de la vie, la vieillesse avançante, comme celui d'un conflit entre ce qu'il appelait la générativité et la stagnation. La générativité, c'est exactement ce dont je parle, ce mouvement vers l'autre, vers la transmission, vers la contribution. La stagnation, c'est le repli sur soi, la focalisation sur ses propres pertes et manques, l'absence de mouvement vers l'extérieur. Erikson ne jugeait pas, il observait. Et ce qu'il observait, c'est que les personnes qui trouvent une forme de générativité dans la deuxième moitié de leur vie, même modestes, même localisées, vieillissent mieux. Pas seulement psychologiquement, mieux tout court. La transmission est une réponse à la finitude. Elle dit « Ma vie a produit quelque chose qui continuera ». Pas nécessairement dans les livres ou dans les monuments, mais dans une recette transmise à une petite fille, dans un jardin entretenu, dans une façon de regarder les gens qu'on a appris à quelqu'un, dans un sourire que l'on offre régulièrement à la caissière du supermarché qui a l'air d'avoir une mauvaise journée. Ces petites transmissions, ces petites contributions, elles sont réelles, elles comptent et elles nourrissent quelque chose de profond dans celui qui les fait. Parlons d'une dernière vérité, une vérité que je garde pour la fin parce qu'elle est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. La vérité, c'est que la solitude n'est pas l'opposé du lien. La solitude et le lien ne sont pas deux extrémités d'un même axe. Plus on est seul, moins on a de liens. C'est plus complexe que ça. La vérité, c'est que la qualité du lien compte infiniment plus que la quantité. Et la qualité du lien que l'on peut offrir aux autres est directement proportionnelle à la qualité de la relation que l'on entretient avec soi-même. Les personnes qui ont le plus peur de la solitude sont souvent celles qui cherchent le plus désespérément la compagnie des autres. Et cette recherche désespérée, paradoxalement, rend difficile la création des liens profonds qu'elles cherchent. Parce qu'un lien profond ne peut pas se construire sur le besoin, sur « j'ai besoin de toi pour ne pas être seul ». Il se construit sur le désir, sur « je veux être avec toi parce que ta présence enrichit ce que je suis déjà ». Et pour être dans le désir plutôt que dans le besoin, il faut avoir quelque chose à soi. Il faut habiter sa propre vie, avoir un rapport à soi-même suffisamment apaisé pour ne pas dépendre de l'autre, pour exister. C'est le paradoxe magnifique et un peu douloureux de la maturité relationnelle. Plus on est capable d'être seul, vraiment seul, sans fuite, sans anxiété, plus on est capable d'un lien vrai. Parce qu'on ne demande plus à l'autre de combler un manque fondamental. On lui propose une présence. Cela ne veut pas dire qu'il faut d'abord être parfaitement bien seul avant de pouvoir aller vers les autres. Ce serait une vision trop idéale, trop exigeante. Cela veut dire que le travail sur soi, la méditation, la thérapie, l'écriture, la réflexion, tout ce qui aide à construire une relation à soi-même plus consciente et plus bienveillante n'est pas un travail de retrait du monde. C'est au contraire un travail de préparation au monde. Un travail qui progressivement transforme la qualité de tout ce que l'on vit avec les autres. Je pense à Maurice, 71 ans, venu me voir après avoir traversé une période d'isolement sévère suivant le décès de sa femme. 2 ans plus tard, Maurice ne s'était pas refait une vie, au sens où l'entend parfois le discours social. Il n'avait pas trouvé une nouvelle compagne, il n'avait pas multiplié les activités.
mais il s'était trouvé lui-même d'une façon qui lui avait échappé pendant des décennies. Il avait commencé à peindre, quelque chose qu'il voulait faire depuis toujours. Il avait rejoint un petit groupe de randonneurs. Il avait repris contact avec une sœur avec laquelle il était brouillé depuis longtemps. Ce que Maurice m'a dit un jour m'a beaucoup touché. Il m'a dit « Je suis moins entouré qu'avant, mais je me sens moins seul, parce que je suis présent à moi-même maintenant. Et quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment là. Voilà, je suis vraiment là. » C'est peut-être la définition la plus simple et la plus profonde du lien réel. Être vraiment là, présent à soi et à l'autre, pas distrait par l'anxiété, par la rumination, par la peur du regard de l'autre. Vraiment là, et ce vraiment là est possible. Il est possible pour vous, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre âge, quels que soient les patterns que vous avez pu identifier dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce vraiment-là est possible parce que c'est dans le fond notre nature la plus essentielle. C'est ce que nous sommes avant d'avoir peur, avant d'avoir été blessés, avant d'avoir appris à nous protéger. C'est ce vers quoi toute la psychologie, toute la spiritualité, toute la sagesse des traditions humaines essaie de nous ramener. Pas une perfection, pas une illumination, juste une présence un peu plus réelle, un peu plus ancrée, un peu plus habitée. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la solitude après 60 ans, ces vérités que l'on n'ose pas toujours dire, que la solitude n'est pas une sentence. Souvent des histoires, des causes, des patterns qui peuvent être compris et infléchis. Que le corps en souffre d'une façon concrète qui mérite d'être reconnue. Que la sortie de l'isolement est possible, mais demande des pas graduels, de la régularité, du courage doux. Que la solitude choisie, la capacité à être avec soi-même, est une ressource, non un fardeau quand on apprend à la cultiver. Que les deuils méritent d'être traversés plutôt que fuis. Que le sens et la transmission sont de puissants antidotes à l'effacement. Et que la qualité du lien aux autres commence toujours par la qualité du lien à soi-même. Ces vérités ne résolvent pas tout d'un coup. Elles ne transforment pas une vie du jour au lendemain. Mais elles font quelque chose. Elles ouvrent quelque chose. Elles donnent à la solitude un visage un peu moins menaçant, un peu plus humain. Et peut-être que dans ce visage plus humain, vous pouvez reconnaître le vôtre. Non pas comme une condamnation, mais comme un point de départ. La vie après 60 ans, contrairement à ce que de la jeunesse et de la performance aimerait nous faire croire, n'est pas une longue descente vers l'inexistence. Elle est, pour beaucoup de personnes qui ont le courage de la traverser avec conscience, une période d'une richesse particulière. Une période où les choses superficielles tombent d'elles-mêmes, où ce qui reste est ce qui compte vraiment, où le temps que l'on donne à quelqu'un est du temps vraiment choisi, où les amitiés qui subsistent ont la densité de l'or après qu'on a brûlé tout le reste. Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset écrivait que la vieillesse est l'âge où l'on peut enfin se permettre d'être soi-même, non pas par résignation, mais parce que l'on a fait le tour de suffisamment de choses pour savoir enfin ce qui importe vraiment. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre traversée. Peut-être que la solitude que vous vivez est encore très difficile. Peut-être que vous êtes au début d'un chemin qui vous semble long. Peut-être que vous avez déjà parcouru une partie du chemin et que ces mots ont résonné avec quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore tout à fait formulé. Quelle que soit votre place sur ce chemin, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Des millions de personnes vivent ce que vous vivez. Et le fait d'en parler, comme nous avons essayé de le faire aujourd'hui, est déjà un acte de résistance contre l'isolement, un acte de solidarité, un rappel que l'expérience humaine, même dans ses dimensions les plus intimes et les plus douloureuses, est une expérience partagée.
Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'avoir été présent à ces réflexions avec moi. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, vous a aidé, vous a donné quelque chose à penser ou à sentir différemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un parent, peut-être un ami, peut-être quelqu'un que vous sentez un peu perdu dans ce silence-là. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode avec la même intention, explorer honnêtement, avec chaleur, les territoires de la vie intérieure qui méritent qu'on leur consacre du temps et de l'attention. Prenez soin de vous.